il faut bien que j'affronte les choses. Et je ne veux pas être sur mon canapé en mode déprime. C'est pas moi, ça n'a jamais été moi et ce ne sera pas moi. Il y a des coups bas, il y a des fois j'ai pas le moral. Après moi il y a un autre truc qui est difficile je trouve à accepter. Quand j'allais me promener en ville, en vivant seule, en étant célibataire, j'allais me promener. Je veux dire j'allais au centre-ville, j'étais toute seule, pas de problème là-dessus. Maintenant je vais au centre-ville, je suis aussi toute seule. Mais j'ai la canne blanche. Mais là, en fait, les gens se poussent. Alors, c'est un soulagement pour moi, parce que j'ai pas à me poser des millions de questions. Mais de l'autre côté, je me dis, ouais, je suis une paria. En fait, j'ai envie de vivre maintenant. J'ai envie de vivre. Tu veux plus travailler là pour le moment parce que... C'est pas que j'ai plus envie, mais en fait, j'étais... T'as beaucoup bossé. J'ai beaucoup trop bossé. Ouais. Il fut une période de ma vie où j'étais une carriériste. Ouais. À un moment donné, j'ai voulu lever le pied, sauf que malheureusement, ma réputation m'a rattrapée. Je me dis, ouais, ma cocotte, voilà, t'as 42 ans, à tes 42 ans, on t'annonce que tu deviens aveugle. Et là, j'ai dit, qu'est-ce que t'as fait de ta vie? Stop, on nous en met plein la tête, n'écoutez pas ça. Faites ce que vous avez envie de faire. Ce que vous pouvez faire, faites-le. Prenez le côté positif de la maladie. Malheureusement, il faut le prendre comme ça. Prenez le côté positif de la maladie. Il y a des choses que ça va vous permettre d'accéder que vous ne pouviez pas avant. Et moi, c'est ça que je me dis. Salut à tous et bienvenue sur Dévélancez-vous. Je m'appelle Yves Wansi, je suis entrepreneur social et solidaire. Je suis malvoyant et j'ai la chance d'être handicapé tout simplement parce que mon handicap m'a donné l'opportunité et la chance d'être entrepreneur. Bienvenue pour la première vidéo de 2021 de Partage Positif. Partage Positif, c'est une série de vidéos qui a pour objectif de vous faire contribuer en participant aux vidéos de Dévélancez-vous. Vous avez des idées, des sujets, des projets et vous voulez être interviewé sur Dévélancez-vous ou une vidéo sur Dévélancez-vous. Alors, je vous invite à envoyer un mail à l'adresse qui s'affiche à l'écran contact@dévélancez-vous.com et je serai ravi de vous accueillir. Est-ce que si on attrape le Covid-19, on peut perdre la vue? Honnêtement, j'y croyais pas jusqu'à ce que je rencontre une personne qui est la preuve que scientifiquement, c'est possible. Il s'agit de la ravissante Sandrine Georg, une jeune femme au parcours professionnel remarquable qui a perdu la vue après avoir contracté la maladie du Covid-19. En moins de 3 mois, la vie de Sandrine a pris une autre dimension. Arrêt maladie, perte de boulot, canne blanche, dossier MDPH, basse vision, aide technique, la totale. Cette situation aurait pu faire en sorte que Sandrine passe le temps à déprimer, s'enfermer et pleurer sur son sort. C'est mal la connaître. Comme elle se décrit elle-même, c'est une personne qui fonctionne à 2000 volts. Cette situation l'a baissée à 1000 volts. Mais elle est en train de faire tout pour attraper ces 2000 volts. Avec sa force de caractère, Sandrine a décidé de ne pas se laisser abattre, de faire front à la maladie et de profiter de la vie, de s'émanciper, de faire ce qu'elle a envie de faire. Le témoignage de Sandrine est un parcours incroyable, motivant et renversant. Sandrine nous prouve ici que le handicap visuel est un problème, mais ne doit pas être une difficulté. Je suis ravi de partager ce moment avec vous. Vous aussi, partagez, commentez. Je vous informe également que vous pouvez retrouver cette interview sur notre chaîne Telegram. Vous pouvez également vous abonner sur notre chaîne Telegram. La description se trouve au-dessus ou en dessous de la vidéo. Bonjour Sandrine, merci de m'accueillir dans ton magnifique appartement, très cosy, très cosy. Nous sommes aujourd'hui à Nancy. Dans le respect des règles sanitaires, c'est pour ça que nous avons pris nos
nos distances pour l'interview. Comment tu vas? Ça va mieux. Ça va beaucoup mieux que ce que je n'ai été il y a quelques temps. Beaucoup, beaucoup mieux. Et je suis très heureux de te rencontrer parce que j'ai un peu appris ton histoire, à la fois touchante et très motivante. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors, succinctement. Je m'appelle Sandrine Georg, donc j'habite à Nancy, j'ai 42 ans et je vis seule avec mon petit chat. Voilà. Il s'appelle comment le chat? Moumous. Très recherché. Alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie et qu'est-ce que tu faisais ou que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que je faisais? On va plutôt dire qu'est-ce que tu faisais. Oui, parce que je suis en arrêt maladie. Donc je travaillais dans l'automobile. Ça faisait 5 ans que je travaillais dans l'automobile. Et auparavant, j'ai travaillé dans d'autres domaines comme la publicité, comme du chauffage collectif, etc. J'ai un poste de secrétaire administrative et commerciale. Donc avec beaucoup de tâches administratives, beaucoup de relationnel client, d'accueil client, puisque quand je travaillais dans l'automobile, je faisais ce qu'on appelle les portes ouvertes, d'accueil client, essayage des voitures, etc. Relationnel client et en même temps être à ce qu'on appelle dans l'arrière-boutique, l'arrière-plan de l'automobile que généralement on ne voit pas. On est en tailleur, talon aiguille, et on est en même temps face aux clients et on va avec les mécanos dans la graisse en fait. Hein. C'est ce côté en fait que j'aimais en fait, très cosy et de l'autre côté on est avec les gars comme on dit qui ont les mains dans le cambouis. Il y a beaucoup de femmes dans le milieu de l'automobile ou très peu? Il y en a très peu. Ouais. Il y en a très peu. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que moi, dans le domaine de l'automobile, je n'ai pas été que dans le domaine après-vente. D'accord. Moi, j'ai commencé dans ce qu'on appelle secrétaire véhicule d'occasion, véhicule neuf, où je commandais des voitures, je m'occupais de faire les cartes grises, etc. En fait, j'ai touché dans l'automobile à exactement tous les domaines d'activité. Oui. Donc il y a forcément une secrétaire à chaque fois. C'est beaucoup plus d'hommes. C'est un milieu très très masculin. D'ailleurs, rien que ce qu'on appelle dans les boutiques au niveau mécano. Moi, dans ma concession, il y avait quoi, une quinzaine de gars. Hein. Et puis il y a une fille. Il y a une fille qui est là. Et puis voilà quoi. Faut avoir quand même un caractère. Faut avoir du caractère. Oui, en fait, faut avoir une main de fer dans un gant de velours. Parce que quand on arrive, qu'on est une femme, je fais 1m63, je suis une petite blondinette, on se dit mais elle me veut quoi elle? Oui, mais il m'est arrivé, mais moi vous je vous parle pas, vous êtes une femme hein. Ok, bon bah écoute, mais sauf que t'as pas le choix, c'est avec moi. Une fois qu'ils ont compris que ça va marcher, qu'on n'est pas là pour qu'on travaille en collaboration, après ça roule. Hein. Ce qui m'a attiré, c'est une date qui va rester marquée dans ta vie. C'est le 15 mars 2020. Oh oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Tournant dans ma vie. Je me souviens parfaitement, on était en porte ouverte. Oui. Et c'est là où on commence à nous annoncer les mesures gouvernementales, comme quoi on allait être confinés. D'accord. C'était le samedi. Et moi, je commençais à pas être bien. Le dimanche, on ferme la concession, donc pas de porte ouverte. Le lundi matin, mon employeur m'appelle en me disant « Sandrine, vous pouvez tout finaliser, donc tout ce qui était compte, etc. » Chose qui m'arrive jamais. Je suis arrivée, j'étais pas coiffée, j'étais pas maquillée. J'arrive quand même à 9h. Oh, j'étais pas bien. Je suis restée quand même. J'ai dit j'y vais. Je suis arrivée chez moi le coup de 16h. Et là, fièvre, etc. Et là, je commence à vraiment pas être bien. On m'envoie un message sur les coups de 21h pour me demander de retourner au travail le lendemain matin. Et là, je dis je peux pas. Je suis pas bien. Donc là, commence à s'enchaîner tout. Je sens un peu d'émotion quand tu parles. Ouais. Tu veux te reposer un petit peu? Non, ça va. Ça va, d'accord. Et là, je commence à sentir les grosses fièvres, etc. Ouais. Et là, je me suis dit, non, ça va pas m'arriver. C'est pas ça. Et là, je commence à regarder un petit peu tous les symptômes sur Internet. Alors, j'appelle ma mère. Je lui dis, je crois que j'ai le Covid. Elle me dit, va chez le médecin. Sauf que moi, j'avais pas de médecin à titrer, pardon. Parce que moi, je venais d'emménager sur Nancy. Donc, j'avais pas été voir le médecin, j'avais personne. Je commence à appeler des contacts autour de moi. J'arrive à en trouver un qui, en plus, veuille bien me prendre. Et là, on me dit, ouais, vous avez le Covid. Ouais. Vous avez le Covid. Et je fais partie de ce qu'on appelle des Covid longs. C'est-à-dire que j'ai toujours encore beaucoup de séquelles, beaucoup d'effets secondaires, avec des choses qu'on ne sait pas encore, où je dois encore passer des examens au mois de février que je ne sais pas ce qui m'attend.
Cette période a été aussi particulière parce que il est arrivé, il y a un problème visuel. C'est surtout ça. C'est surtout ça. Ouais. Je suis quelqu'un qui aime lire. Ouais. Je pouvais prendre un livre et toute une après-midi lire. Et là, d'un seul coup, je commence à avoir un voile au niveau de l'œil gauche, mais vraiment qui me gênait pour lire. Alors je m'amusais entre guillemets à faire ce que j'appelle l'autofocus. Je prenais mon livre et je fermais un œil, je mettais l'autre. Puis je me dis non, il y a un problème. Et puis j'en parle à mon médecin traitant, puisque tous les 15 jours j'étais chez mon médecin traitant. Je lui dis écoutez, ça va pas, et je lui parle. Elle me dit mais ça arrivait d'un seul coup. Je dis oui, ça arrivait d'un seul coup. Je veux dire, c'était pas progressif, ça arrivait vraiment d'un seul coup. Donc j'arrive à avoir un rendez-vous médical, parce que je n'arrive pas à trouver d'ophtalmo, pardon. Je réussis à avoir un rendez-vous donc à l'hôpital le 15 juillet 2020. J'explique mon espèce de voile et on me demande est-ce qu'il y a une pathologie dans la famille de maladies. Alors je dis bah oui, j'ai mon père qui a une rétinite pigmentaire. Et puis là, la personne que j'ai me fait lire les fameuses lettres. Et puis elle me dit mais plus vite. Et là moi je commence un peu à m'énerver. Je dis mais j'aimerais bien aller plus vite, mais je les vois pas les lettres. Je passe 3-4 examens. Je ne sais pas ce qui m'attend. Et là, on me dit, vous avez une rétinite pigmentaire qui est très avancée. Votre champ visuel est tellement rétréci que c'est terminé, vous pouvez plus conduire. Et là, ça a été la douche froide. Parce qu'en fait, tout vient d'un seul coup en fait en tête, puisque je vois en fait mon papa, ses difficultés, et tout arrive en tête, d'un seul coup. Je me revois, et en fait, il y a les larmes qui coulent. Ouais. Et il y a les infirmières qui viennent me disent « Ça va, madame ?»« Ouais, super, je vais très bien, là. » Ben voilà, maintenant, dossier MDPH, dossier handicapé, vous revenez telle date, on va refaire l'examen officiel pour le dossier MDPH. Et en fait, c'est là que tout s'enchaîne, en fait. J'étais venue à l'hôpital avec ma voiture. Je me suis pas posé de questions, parce que moi, ce qui m'inquiétait, c'était ce fichu voile que je ne comprenais pas. Et là, je commence à appeler des amis pour dire, ramenez-moi chez moi, prenez ma voiture. Donc, il fallait que je trouve 2 conducteurs en même temps. Et là, je me souviens, mes amis sont arrivés. Et je crois qu'ils n'ont pas appréhendé ce que je disais. Parce qu'ils m'ont dit, ça va. Et là, je commence à m'effondrer dans la rue et à dire, je vais devenir aveugle. Je sors ça comme ça. Mais là, ils ont pas appréhendé. Ils se sont dit, je pense qu'ils ne sont pas rendus compte, mais même moi, j'ai balancé ça comme ça. Alors ça, je sais plus si c'est moi qui ai appelé ma mère, ou si c'est ma mère qui m'a appelé. Je me souviens plus. Et là, je lui ai dit, j'ai une rétine pigmentaire, je peux plus conduire. Je lui ai balancé ça comme ça. Le soir, elle m'envoie un message, elle me fait, ça va? Je lui dis, j'ai pas envie de parler, j'ai mal à la tête. Et en fait, on m'a fichu la paix. Quand je suis rentrée chez moi après l'examen, en fait, la première chose que j'ai regardée, c'est mon dressing. Et là, je me suis dit, comment je vais faire avec mes vêtements? Parce que je suis très féminine. Je me dis, comment je vais faire pour mes vêtements, les couleurs, laver mes vêtements, tout ça. En fait, je voyais mon père, comment il était embêté. Donc, je me suis projetée. Peut-être un peu trop, mais je me suis projetée. Et là, je me suis dit, faut que je me calme, mais là, il faut que je dorme. Et j'ai passé mon après-midi à dormir. Je me souviens, mon petit chat est venu contre moi. Mais je me suis dit, faut que je dorme. Voilà. Ouais. Waouh. Quelle histoire. Tu vois, t'as encore beaucoup d'émotions. Un peu, ouais. Un peu. Ouais, ça se comprend. En fait, ce qui est le plus dur après, je sais pas si je l'ai encaissé ou pas. Je sais pas. C'est vrai que je craque pas. Moi, tout de suite, moi j'ai commencé à faire toutes les démarches, donc c'est-à-dire MDPH, tous les dossiers, sauf que là, je me bats en ce moment avec l'administration. En fait, ça veut dire que tu étais une porteuse saine. Oui. Voilà. Donc, la maladie était là, le gène il était là, mais il n'était pas déclenché parce que le Covid a déclenché. Le Covid a déclenché. Parce que le Covid, en fait, il s'attaque à tous les points faibles du corps. Une des pathologies que j'avais, c'était la rétinite pigmentaire, chose qui était déjà dans mon corps, donc il s'est attaqué à ça. Tu as la rétinite pigmentaire, t'apprends que tu as cette maladie. Est-ce que tu n'as pas eu un petit moment de soulagement en te disant, mon père là, peut-être, je peux l'accepter facilement, ou tu as eu... comment ça s'est passé? Alors, je vais pas forcément rentrer dans tous les détails. Quand mon père, on lui a annoncé la maladie, il avait 40 ans. Moi, j'avais, à l'époque, j'avais 16 ans.
Je me souviens d'une fois, mon père était donc dans un centre à Paris pour lui apprendre à utiliser le peu de vue qui lui restait. Une fois, je rentre du lycée alors que je n'aurais jamais dû rentrer. Et je me revois encore rentrer dans l'entrée, poser mon sac d'école, ma mère en pleurs et qui me tend le téléphone. Et j'avais mon père au téléphone qui pleurait, je vais me barrer de là-dedans, etc. Mon père n'acceptait pas la maladie. Ouais. Et en fait, moi, ce sont des choses qui m'ont marquée. Parce que je me souviens avoir disputé mon père comme un enfant de 4 ans. Ce qui, à la base, n'était pas mon rôle. Oui. Et quand on m'a annoncé ça, je me suis dit, bah moi, je veux pas ça. En plus, donc, mon père étant malade, ma mère ayant aussi le cancer, je me suis dit, je ne vais pas être une source supplémentaire d'embêtement. Et en fait, t'as fait front. Et j'ai fait front. Je ne veux pas être comme mon père, à être, il va râler, des fois un peu trop dépendante, je trouve, de ma mère. Dépendante de quelqu'un. Sachant que je vis seule. Ouais. Donc, de toute manière, il faut bien que j'affronte les choses. Et je ne veux pas être sur mon canapé en mode déprime. C'est pas moi, ça n'a jamais été moi, et ça ne sera pas moi. Il y a des coups bas. Il y a des fois, j'ai pas le moral. Je m'enferme 1 heure, 2 heures, fichez-moi la paix, je mets de la musique, je joue de la musique, je fais un truc, et basta. Aujourd'hui, tu es dans le monde des monstres. Oui, on peut le dire. Le monde des monstres, des malvoyants, des non-voyants, des déficients visuels. C'est un monde... je peux comprendre le sentiment que tu vis. Bon, je peux comprendre sans le comprendre forcément, parce que moi, j'ai perdu la vue très tôt. J'avais 10 ans. Hein, donc après, le premier œil, le deuxième œil à 14 ans. Donc j'ai eu le temps en grandissant, à apprendre à vivre avec ma maladie. Donc c'est différent de toi qui as eu le temps de faire ta vie. Le temps de connaître des choses, de conduire, de voyager, de courir, de faire tout seul. Et maintenant, tu es obligé de faire des choses, la même chose, mais différemment. Ce monde de déficients visuels que tu découvres, est-ce que tu en connais? Est-ce que tu as essayé de t'approcher de certaines associations? Comment tu trouves ce milieu? De toute manière, j'ai regardé des vidéos que tu as faites, et c'est là où je me suis reconnue, où je dis, oui, c'est vrai, il faut aller voir des associations. C'est pour moi indispensable. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi au début on m'a dit n'y va pas. On m'a fait beaucoup de rétention. D'accord. Sur beaucoup de choses. Bon, n'y va pas, faut faire ci, faut te laisser pousser les cheveux parce que bientôt tu arriveras plus à te coiffer, tu vas plus te maquiller, tu vas plus faire ceci. On m'a fait un tel truc, j'ai mis des 40 paires de chaussures, je les ai pas achetées, elles sont à ma cave. J'en remettrai certaines une paire. Tu vas pouvoir plus mettre de chaussures à talons, faut que tu changes ci, faut que tu changes ça. Et à un moment donné, j'ai dit, stop, fichez-moi la paix, c'est moi qui vais décider. Et c'est là où j'ai commencé à intégrer 2 associations. À Nancy? Sur Nancy, avec des gens que tu connais. Et là, j'ai commencé à pouvoir me dire, mais en fait, j'arrive à bouger. J'ai commencé à prendre le tram, prendre le bus toute seule. Chose que je faisais pas, parce que moi je faisais quoi? Je prenais ma voiture. Tu t'en cannes? Comment tu faisais? Alors, c'est moi qui ai décidé de prendre la canne blanche. D'accord. Quel a été le premier sentiment, le regard de tes parents quand ils t'ont vu à la canne blanche et de tes amis? Comment je sais pas. Tes parents? Je sais pas. Tu sais pas, ils t'ont pas. Je sais pas. En fait, on n'en parle pas avec mes parents. C'est tabou en fait actuellement. Je sais pas si c'est tabou. Mais on n'en parle pas. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai dit, moi, il me faut la canne blanche, je me suis heurtée à un mur. À mon papa. Mais tu vas trop vite, blablabla. Et là, à un moment donné, j'ai dit, flûte, c'est pas toi qui décides, c'est moi. Je sais pas si c'est un bien ou pas. On n'en parle pas. Il y a une chose par contre qui a énormément changé. C'est le relationnel que j'ai avec mon père. Mon père, en fait, je dis pas qu'on était chien et chat, mais j'ai l'impression que du coup... Ça vous a rapproché? Ouais, comme si on pouvait se comprendre en fait. Vous comprenez entre aveugles? En gros, c'est ça. Parce que là où ça m'a fait drôle aussi, je me souviens, il arrive, je prépare ma valise pour repartir chez moi et tout, et il me dit, tiens, je te donne une canne blanche, je m'en sers pas. Ça a été dur. Parce que je savais qu'il m'en fallait une, mais le savoir et l'avoir dans la main, waouh, ça a été dur. J'ai réussi, grâce à lui, à trouver une association
de Metz avec une ergothérapeute, c'est l'association des chiens guides, et une ergothérapeute qui est venue à la maison, qui m'a appris la canne blanche. Et à un moment donné, je me suis quand même posé la question, je me dis, mais est-ce que j'ai vraiment besoin? Et elle m'a dit, oui, vous avez besoin. Et elle me dit, là maintenant, plus qu'il faut faire travailler, c'est vos oreilles. Et en fait, ça m'a un petit peu réconfortée dans le sens où je me suis dit, oui, j'ai un réel problème, je ne suis pas en train de me faire devenir aveugle, les choses, elles sont là, elles sont actées. T'as eu peur du regard de l'autre? Alors, j'ai eu peur du regard par rapport à mes parents. Je me souviens qu'un week-end, je suis allée chez eux, donc j'avais la canne blanche. J'ai pas voulu l'utiliser avec ma mère. Je suis restée 10 minutes dans le magasin. Enfin, je m'étais tellement habituée, on va dire, à l'extérieur de l'utiliser, que là, le fait d'avoir du monde, etc., c'était trop compliqué. Et là, j'ai dit stop. Et là, quand on est revenu dans la voiture, je lui dis, ouais, non, là, il faut que je la prenne, quoi. Mais c'était plus pour les protéger eux que moi, en fait. Là, un coup, c'était le plus dur. Deux coups, c'était dur. Donc, quand on m'a annoncé pour ma maladie le 15 juillet, je devais aller chez mes parents le week-end là. Mais moi, j'étais pas prête psychologiquement à me dire je prends le bus pour aller chez mes parents, etc. J'ai pris ma voiture. Mais j'avais peur, parce que je savais que mon champ visuel était rétréci. Que s'il m'arrivait quelque chose, voilà. Ou s'il arrivait que tu fasses un accident, c'est ça. Tu écrases un enfant. C'est ça. Donc j'avais ça. fait attention au niveau des horaires, etc. J'étais repartie le dimanche. Et là, je me souviens, sur le retour, j'ai pleuré tout le retour. Je me dis, c'est la dernière fois que tu conduis ta voiture. C'est terminé. Elle est là, elle est au garage là? Non, elle est devant chez moi. Devant chez toi? Elle est devant chez moi. Et tu la vois souvent? Ben, je la vois, dès que je voulais voler, je la vois. J'ai hâte qu'elle parte, entre guillemets. Elle doit partir au mois de mars. Ça va être dur. Mais c'est le dernier truc que je dois faire. C'est comme ça. C'est la vie. C'est pour ça aussi que je me dis, il faut pas que je craque, parce que c'est la vie, c'est comme ça. Et donc, on avance, et puis c'est tout. Et le regard de tes amis, alors, quand ils t'ont vu avec la canne blanche Alors, tout le monde m'a pas vu. Certaines personnes le savent. Certaines personnes m'ont vu, parce qu'on communique beaucoup sur Zoom, m'ont vu au fur et à mesure avec des lunettes. Mais je pense qu'ils ne comprennent pas où j'en suis, qu'ils ne savent pas. D'accord. J'ai des amis qui m'ont croisée dans la rue en disant « Oh, Sandrine, on t'a vu avec ta canne blanche. Waouh, ça fait drôle. » J'ai trouvé une vidéo la semaine dernière sur YouTube que j'ai partagée à certains de mes amis, parce que expliquer comment moi je vois au point de vue tubulaire est une chose, le vivre en est une autre. Et en fait, cette vidéo qui dure 3 minutes, elle est juste parfaite, parce qu'en plus, c'est exactement comment moi je vois. Et elle est très bien faite parce que au début, on voit comment on voit, on va dire, un voyant, et on voit comment moi je vois, en fait. Et du coup, ils m'ont dit, ah bah là maintenant, on comprend ce que tu vis. Je leur dis, je ne veux pas parler que de ma pathologie, que de mon problème. Moi, je suis quelqu'un qui veut vivre. J'ai été, je suis encore énormément diminuée par le Covid. Non, moi je veux vivre maintenant. C'est bon, quoi. La vie, elle s'arrête pas. Est-ce que tu as eu un sentiment que tes amis s'éloignent de toi? Pas du tout. Pas du tout, tu sens qu'ils sont pas là? Franchement, c'est là où je rebondis sur une vidéo que j'ai regardée, où une personne qui dit « je suis exclue de mes amis », alors moi, absolument pas. Mais pas du tout, parce qu'à un moment donné, je leur dis « voilà, moi j'ai ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de vous ». Moi, je leur ai dit les choses. Je te coupe un peu par rapport à ça, parce que je suis en train de prendre un peu par rapport à un fait d'actualité. Cette question-là, justement, pour un peu piquer tes amis qui aimeraient écouter la vidéo. Est-ce que tu ne te dis pas, bon, tu ne sais pas, là actuellement, les restaurants sont fermés, les bars sont fermés, les cinémas, voilà, donc là, il n'y a rien à faire. Aujourd'hui, on peut revoir Sandrine, oui, c'est sympa, on va passer un petit moment avec elle. Peut-être vous avez des habitudes, des soirées resto, des soirées entre copines. Peut-être à ce moment-là, est-ce que tu vas te rendre compte qu'il s'éloigne de toi parce que on sera obligé de lui lire la carte, de lui dire ce qu'il a mangé, ce qu'il voit, machin. Alors ça nous saoule un peu, franchement, on veut pas l'emmener avec nous. Je te dis ça pourquoi? Parce que cette situation d'être comme un enfant, tu ne te dis pas que c'est peut-être ça parce qu'aujourd'hui il y a rien qui est ouvert. Tu n'as pas encore testé ce moment-là? Alors, c'est vrai parce que tu ne sais pas. Je l'ai pas testé. Voilà. Donc je ne sais pas s'ils vont toujours être avec toi ou pas. Donc voilà. Après, j'essaie d'être le plus indépendante possible en n'étant pas une charge. C'est aussi pour ça que entre guillemets, je veux rester dans cet appartement-là, parce que tout est à proximité. Ouais, c'est en centre-ville, ouais. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a des endroits, il faut venir me chercher et me ramener. Et ça me gêne. Alors c'est vrai que peut-être
peut-être que ça va être... Ouais, Ça va arriver peut-être. Sandrine, faut la Attends, venir à chercher, je la préfère ramener, d'abord préciser quelque chose. Oui. Je n'ai rien contre les amis de Sandrine. Au contraire, c'est juste Ils sont pour top, ils sont ouvrir top. un débat. Ils sont top, les amis. Ne le prenez pas mal. Non, mais c'est vrai que je me suis posé la question. J'y ai pensé. Mhm. Après, ça m'a fait aussi repenser à mon papa. C'est là où je ne sais pas. J'ai l'impression aussi que c'est un état d'esprit. Oui. Parce qu'en fait, ce que disait Anne-Claude, où elle disait qu'à un moment donné, elle était dans le déni. Mhm. Et je vois mon papa qui était dans le déni. Oui. Or, moi, je ne suis pas dans le déni. Je Est-ce ne que- m'enferme pas chez moi. Donc, je Est-ce ne que sais tu pas. n'es pas encore dans le déni ou tu n'es pas dans le déni? Parce que Je suis pas. c'est très intéressant ce qu'on vit actuellement là par rapport à ton histoire. Ouais. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, nous sommes encore dans la crise sanitaire. Ouais. Il y a tout est fermé. Mm. On ne peut pas, on n'est pas libre de ce qu'on veut faire. Peut-être comme l'activité n'a pas reprise dans le pays, dans la ville, dans la région. Tu ne te sens pas bloqué parce que tu sais que tout le monde est bloqué chez lui. Est-ce que peut-être le déni va arriver à ce moment-là? Je te dis ça pourquoi? Parce que il faut pas que ça te surprenne. Oui. Parce qu'on a l'impression que dans le cas de figure que Mm. tu vis, que tout va bien. Mais je ne te souhaite pas ça. Je pense Non. que ça arrivera un moment. Oui, Mais bien sûr. le plus longtemps possible, Mm. c'est bien. Mais aussi le plus tôt possible, c'est pas mal parce que ça te permet de passer Mm. un cap. Et aussi, je te dis ça parce que aujourd'hui, je pense que tu peux rapidement passer ce cap parce que je pense que tu vas inévitablement passer par là. Bien sûr. Tu vois. Mais ce qui est intéressant, excuse-moi Mm. de te couper, c'est juste cette partie, c'est que comme tu as déjà rencontré des associations, rencontré du monde, Voilà. ça aide beaucoup Ça à aide. passer rapidement le cap. C'est ça. Je vis pas dans le monde des bisounours. Oui. Il y a des personnes qui vont m'aider, d'autres non. J'en ai conscience. Maintenant, Oui. qui, quoi, je me pose pas la question, on verra. Néanmoins, j'en ai conscience. Quand on a une maladie comme la nôtre, même si c'est difficile, psychologiquement, il faut pas avoir sa langue dans sa poche. Faut dire SOS, je vois pas. C'est ça. C'est ça qui est le plus difficile. Après, moi, il y a un autre truc qui est difficile, je trouve, à accepter. Et c'est ça que moi, c'est dur. J'ai essayé de le transposer en plaisanterie, mais c'est dur. Quand j'allais me promener en ville, en vivant seule, en étant célibataire, j'allais me promener. Je veux dire, j'allais au centre-ville, j'ai dit toute seule. Pas de problème là-dessus. Maintenant, je vais au centre-ville, quand je vais donc chez les médecins, je suis aussi toute seule. Mais j'ai la canne blanche. Mais là, en fait, les gens se poussent. Alors, c'est un soulagement pour moi, parce que j'ai pas à me poser des millions de questions. Mais de l'autre côté, je me dis, ouais, je suis une paria. Alors du coup, j'ai dénaturé le mot paria en me disant, comme je suis une fille, je suis Moïsette. Les gens se poussent quand j'arrive. Mais c'est difficile. Et puis, ce qui est le plus difficile, et des fois, c'est ça. Comme j'ai un reste visuel, hein, les gens canne blanche égale tu vois rien. Ouais. On nous met dans des cases. Ouais. Et puis là, on nous regarde comme des chiens de faïence. On nous regarde la tête aux pieds. Non mais si j'ai un bouton sur le nez, enfin tu peux pas le voir, j'ai un masque, mais... Mais ce que j'aime beaucoup dans ce que tu dis, tout ce que tu dis depuis qu'on parle là, c'est que tu as déjà traversé des étapes en si peu de temps de certaines personnes qui mettent 10 ans pour traverser, quoi. Mais C'est oui, je sais. c'est ça qui est Mais- incroyable, putain. Mais mardi, C'est ça que j'adore, en fait, tu vois. nous avons la chance, nous les handicapés, d'aller à la piscine. Ouais. Yes. On a au moins ça. En fait, j'ai envie de vivre maintenant. J'ai envie de tu vivre. veux plus travailler là pour le moment parce que Bon, c'est pas que j'ai plus envie, mais en fait, t'as beaucoup bossé. c'est j'ai la beaucoup trop bossé. Ouais. Il fut une période de ma vie où j'étais une carriériste. Ouais. À un moment donné, j'ai voulu lever le pied, sauf que malheureusement, ma réputation m'a rattrapée. Et là, en fait, d'un seul coup, je me dis, ouais, ma cocotte, voilà, t'as 42 ans, à tes 42 ans, on t'annonce que tu deviens aveugle. Et là, j'ai dit, qu'est-ce que t'as fait de ta vie? Je suis divorcée, machin. Ouais, super. En plus, il y a le confinement, ok. Quand est-ce que je voyage? Quand est-ce que je vais en vacances? Donc là, en fait, j'ai envie de vivre, tout simplement. Adviendra ce qu'il adviendra. Maintenant, pour l'instant, moi, le lundi, c'est l'aquagym, la piscine. J'ai la chance, on m'avait mis en tête, tu pourras plus jouer de musique, etc. J'avais plein d'interdictions partout. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai dit, ouais, stop. Il a fallu que je mette les pieds dans le plat. Et là, en fait, grâce à du matériel spécifique, parce que bon, faut pas le renier, il nous faut du matériel. Parce que la rétine pigmentaire, la lumière, c'est devenu notre malheur. J'adore le soleil, je suis un lézard, sauf que maintenant, c'est devenu mon ennemi numéro 1.
C'est-à-dire, c'est comme si on me mettait des lumières dans les yeux. Et donc, ça déclenche c'est pas des maux de tête, c'est des migraines. C'est dur. C'est vrai, ça fait vraiment, 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 vraiment mal. Et donc, grâce à du matériel, comme une lampe, comme des paires de lunettes, le problème aujourd'hui, c'est que malheureusement, tout ce matériel-là coûte cher. Très cher. Mais actuellement, t'as pas encore de PCH, donc rien. C'est l'étape. Je fais des pieds et des mains. J'ai un ami qui m'a trouvé une image, mais que j'ai trouvée fabuleuse. Il m'a dit actuellement, avec tout, c'est comme si j'avais une pelote de laine qui était remplie de nœuds. Donc du coup, vu qu'elle est pleine de nœuds, je ne peux pas faire mon écharpe, je ne peux pas tricoter. Je me heurte à le centre Claire Basse Vision pour m'aider à utiliser le peu de vie qui me reste, à utiliser mon quotidien. Je serai pas prise en charge avant 1 an et demi. Je pense que tu es dans un état actuellement où tu reçois énormément d'informations. Tu sais pas encore les sélectionner. Mais non, je sais pas les sélectionner, Ouais, parce qu'on m'aide pas. Et j'en ai besoin, Ouais. mais je sais pas les sélectionner. Je pense que tu as actuellement, en fait, c'est ton corps à s'adapter à ça. Parce que les gens ne peuvent pas t'aider à écouter d'une certaine façon. Donc, non. Un moment, ça fait que 6 mois, attends, ça fait 6 mois, ça fait que 6 mois. Je sais, oui, mais moi je suis comme ça, mais moi... tu peux pas tout avoir tout de suite. Mais moi, faut m'aider, moi je veux plus me brûler les jambes, parce que du coup, pendant 1 mois, je suis pas allée à la piscine, Bon, et je m'ennuie. En fait, t'as des informations que tu n'analyses pas encore. Non. Tu as toutes les informations, mais tu les analyses pas encore. Bah, je sais pas tout, parce que je sais pas utiliser. Non, quand la canne blanche, je vais te dire, non, je te parle pas forcément de l'outil, du matériel. Je parle de ton corps. Comment contrôler ton corps au niveau, avec ton audition. Bien sûr. Parce que toutes les informations, tu les as. Mais tu sais pas encore comment les calculer. Le sens de la masse, tel bruit, le bruit du temps de la pluie. Est-ce que le temps, bon, ça met du temps. C'est pareil. Moi, ça fait plus de 20 ans que je suis Je me suis fait renverser par un vélo. Ouais, tu vois, c'est justement tout ça. En plus, j'étais dans mon droit, parce que j'étais sur le chemin. Pourtant, tu peux le sentir arriver, mais ça, tu n'as pas encore ces efforts. Tu n'analyses pas encore. Ben non, mais parce que je sais pas comment on fait. Je sais pas. Il y a pas une école pour apprendre à faire ça. C'est ton corps. Tout doucement, tu vas appréhender, tu vas apprendre, tu vas les contrôler. Mais t'es dans une bonne voie. T'es dans une bonne voie. Ouais. Mais ouais, non, je sais. Là, je sais que j'ai énormément changé mon appartement. J'ai fait une chose toute bête. J'ai mis un tapis blanc dans mon entrée. Pourquoi? Parce que le chat, il se met là. Il est noir. Mon plancher, il est foncé. Et le chat, il a fait plusieurs fois Superman, hein. Il volait, hein. J'ai mis des détecteurs de présence pour me donner quand même un truc visuel. Oui. Bon, je lui dis, Moumou, ça avance, tu montres la lumière à maman, tu sais que je te vois pas. Le pauvre chat, il en subit avec moi. Mais maman, il commence à comprendre. Je lui dis, maman, elle voit plus, hein. Faut que tu m'aides. Alors, j'essaie de faire un chat guide. Ça marche pas. N'essayez pas. Peut-être tu pourrais être la première à créer le chat guide. Ça ne marche pas du tout. N'essayez pas. Non, ça marche pas. Non. Ouais. Mon problème est qu'il faut que je me canalise. À la base, je suis du 2000 volts. Bon, je suis diminuée à 1000 volts. Mais il faut que je diminue encore. Mon problème est que, à cause du Covid, il y a des jours où je suis bien, des jours où je suis pas bien. Mais ça, je peux pas appréhender les choses. Ouais. C'est-à-dire que je vais me lever le matin, je vais dire, bon allez, je fais ça. Et je pourrais pas le faire. Donc du coup, ce que je devais faire pour des papiers, des choses comme ça, je vais le refaire le jour suivant. Tout comme la musique. Ouais. C'est quel? Tu joues quoi comme musique? Du synthétiseur. D'accord. Et du coup, non, je peux plus jouer autant qu'avant. Ouais. Donc en fait, c'est beaucoup du psychologique où je me dis, non, là lève le pied Sandrine, là lève le pied, là lève le pied, là lève le pied. Et c'est ça le plus dur, c'est de lever le pied. Oui, c'est le plus dur en même temps. T'as pas besoin de lever le pied, il faut juste t'adapter à tout ce que tu avais l'habitude de faire. Parce que moi, je peux te rassurer, enfin, je sais pas si ça va te rassurer, tu es en train de perdre la vue, c'est quelque chose de la vie, c'est normal, mais tu peux tout faire. Oui, je peux tout faire. Tout faire, non, on va pas dire tout faire. Il y a des choses, beaucoup de choses. On peut faire beaucoup de choses. Ce que tu faisais avant, alors, mais autrement. C'est ça que je voudrais lancer un coup de poing dans le mur. C'est pas parce que on devient aveugle ou qu'on perd la vue qu'on est devenu des parias, qu'on ne peut plus faire. Non, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Exemple, moi j'ai kiffé ma race, comme on dit. La sortie en raquette. Yes.
Voilà. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on vous a invité. Ouais. C'est sympa, C'était une sensation, c'était plein de choses. C'était la première fois que tu sortais en plein air. C'est la première fois activité. que je faisais des raquettes. Ah, c'est la première fois que tu faisais des raquettes. Ouais. Moi, je faisais quoi? Ski alpin, roller, rando VTT, sport automobile sur circuit. Je faisais des choses, hein. Et là, on me dit, ben non, faut que t'arrêtes tout, faut que tu sois au fond de ton canapé. Non, j'ai 42 ans, non, il y a hors de question. Puis, les associations, elles sont là pour nous aider, mais de l'autre côté, faut pas non plus croire qu'il faut aller que dans les associations. Et moi, je reste aussi avec des amis voyants. Oui. Alors ça, je leur dis, les gars, moi, faut m'aider dans ça. Je vais pas m'arrêter de vivre. Je vais pas changer d'amis. Je vais pas. Non, je vais continuer. J'en ai marre d'être enfermée à la maison, quoi que ce soit, de pas m'apprêter, de pas me maquiller, de pas limite de pas. Ouais, voilà, c'est ça. Je dis pas que je suis en mode moche et en jogging, mais bon, voilà quoi. Pourquoi pour toi, bon, moi j'ai ma réponse à ça. Pourquoi pour toi c'est important de rester femme? Parce que j'ai besoin de vivre. Parce que déjà, à la base, je suis comme ça. Ouais. Enfin, quand je dis rester femme, c'est maquillée, pouponnée, bien habillée, en tailleur. Là, entre guillemets, ce qui me fait plaisir, c'est de pouvoir faire l'interview sans lunettes. Mes lunettes, je ne les quitte pas. Je suis obligée de les mettre. Donc déjà, ça a été très difficile de me dire, mon atout, c'est mes yeux. Je me lance des fleurs, là. Et je suis obligée de les cacher derrière des verres qu'on voit plus. On voit plus mes yeux. Donc c'était très difficile. En plus, je me dis, mettre ton rouge à lèvres avec le masque, on ne voit plus. Donc c'était compliqué. J'ai hâte qu'on ôte ce masque pour pouvoir dire, voilà, je cache mes yeux, certes, mais voilà, je peux encore me maquiller. En plus, avec le Covid, j'ai pris 10 kilos, donc j'arrive pas à les perdre. Ah, t'as pris 10 kilos là? Ouais. Je peux te montrer ce que c'est prendre 10 kilos. Hein. Ouais, donc il y a Strasbourg, je te montre. J'ai un peu de mal à accepter. Donc tout ça mis bout à bout, remettre mes boucles d'oreilles, parce que bon, je vais pas mettre des grosses boucles d'oreilles comme ça si je reste chez moi à rien faire. Oui, donc j'ai besoin quand même pour moi c'est ma vie en fait. Quand j'allais travailler le matin, j'étais pouponnée. Et j'ai besoin de ça en fait. J'ai besoin de dire j'existe, je suis là, je vis, j'ai les pieds bien ancrés dans la terre, quoi, sur le sol, je suis là, quoi. Mais c'est formidable ce que tu dis, parce que c'est ce que nous c'est un message qu'on passe aux femmes, aux hommes, de faire attention à leur tenue quand ils sont malvoyants, parce que c'est important. On a un handicap, certes, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut se négliger. Et moi d'ailleurs, je suis très très à cheval avec ce genre de choses. D'ailleurs, c'est pour ça que à Strasbourg nous avons lancé le fameux Fashion Day. Ça, je veux le faire moi. Tu veux faire le Fashion Day? Oui, obligé. C'est noté. D'ailleurs, on est en train de lancer les premiers prototypes, parce qu'on avait travaillé, ça fait 3 ans qu'on travaille sur le projet de lancer l'habillage de la canne. Il y a les prototypes qui vont sortir là, parce qu'on travaille avec des couturiers, des créateurs qui sont sur le projet. Là, peut-être, pourquoi pas, tu feras une défilé avec nous. Mais c'est ça en fait, quand on m'a appris, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand on m'a appris ma maladie, que j'ai regardé mon dressing, parce que bon, je suis peut-être un peu dans le trop, mais j'ai des chaussures assorties aux tenues, les sacs à main, les foulards, les boucles d'oreilles, enfin la totale. La pure fille de base, hein. Avec le rouge à lèvres qui va avec la veste, enfin bref, sans commentaire. Je me suis dit non, je trouverai une technique, je trouverai, pour savoir que telle boucle d'oreille bleue va avec la veste bleue là, je trouverai une technique avec des étiquettes, j'en sais rien encore, je sais pas comment je vais faire, mais je trouverai une technique. Il est hors de question. C'est pas parce que je vois pas que je suis obligée d'être habillée n'importe comment, hein. Je vais pas mettre des chaussettes. Alors oui, je mets toujours des chaussettes dépareillées, mais ça a toujours été. J'en ai marre de regarder mes chaussettes. Il y a une chaussette bleue, une chaussette rose fluo. Mais ça a toujours été. C'est pas parce que je vois plus que c'est comme ça. C'est comme ça. Mais je continuerai à m'apprêter. Je continuerai à me coiffer. À être coquette. Hein. À être coquette. Là, on m'avait dit oui, tes cheveux, faut que tu laisses pousser, etc. Qu'est-ce que je me sentais nulle. Je me disais, plus je me regardais dans le miroir, je me disais, je ressemble à ma mère, je ressemble à ma mère, je ressemble à ma mère. C'est bien de ressembler à sa mère. Ouais, non, mais j'avais pas envie, mais c'était pas moi, ça me ressemblait pas. Et j'ai ma sœur qui est coiffeuse, et à un moment donné, je lui ai fait, tu peux me couper les cheveux? Elle me fait, ah, enfin qu'elle me dit. Et elle me dit, parce que qu'est-ce que t'es moche comme ça? Alors je lui raconte, oui, mais je lui dis, on m'a dit ça. Allez hop, tu viens, on coupe tout.
Il y a quand même des choses, et là je reviens sur l'interview d'Anne-Claude, où là, cette interview-là, il m'a été très bénéfique. Il y a une chose qu'elle a dit, je shootais dans des chaises, dans des choses comme ça, je disais pardon, alors on se moquait de moi. Et après elle dit, effectivement, malgré qu'elle savait la maladie, quand on lui a acté la maladie, après ces petites remarques-là, elle ne les acceptait plus. Et c'est là où moi je me suis dit, ça m'a fait du bien. Parce que on m'a fait des remarques. Je suis quelqu'un qui aime rigoler. Et je me suis rendu compte qu'il y a certaines blagues que je n'acceptais plus. Et à un moment donné, je me suis dit, mais c'est moi qui deviens aigrie? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, le fait d'avoir écouté l'interview de Anne-Claude, je me suis dit, non, je suis pas aigrie. Effectivement, c'est qu'il n'y a pas que moi. Il y a des remarques. En fait, ça fait mal. C'est pas que ça irrite, c'est que ça fait mal. Alors, peut-être que les personnes, elles le disent en blaguant, et j'en suis persuadée. Sauf que là, non, moi, ça me fait mal. Parce que c'est pour ça que je dis, je ne sais pas si j'ai accepté la maladie ou pas. J'en sais rien. Mais toujours est-il, c'est que ces petites choses-là, ouais, elles font mal au plus profond de soi, en fait. Il y a des fois, je vois mon père, on rigolait sur certaines choses, et je vois que des fois, il rigole. Enfin, avant, je voyais, il rigolait pas. Et je me dis, est-ce que réellement, on arrive à avoir une autodérision à 100%? Il y a des choses auxquelles il rigole. Mais je me dis, est-ce que réellement, on arrive à avoir une autodérision à 100%? Je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse. Peut-être que je l'aurai un jour. J'en sais rien. Ce que moi je peux te dire par rapport à ça, c'est qu'on y arrive. On y arrive et justement, c'est l'un des meilleurs médicaments. Aujourd'hui, tu es en plein, t'es dans le chemin, moi je peux te dire, franchement, t'es dans une très bonne voie. J'ai jamais vu quelqu'un, ce que t'es en train de vivre et comment tu le vis. Franchement, tu es un exemple. Moi, je peux te le dire, tu es un exemple et je pense que la vidéo va faire beaucoup de bruit. Bon, bref, ça c'est un détail. Souvent, mais moi je m'en rends pas compte. Justement, c'est ça qui est bien. Il ne faut pas que tu t'en rendes compte. Jean-Michel, que tu connais, me dit, parce que c'est marrant, parce que moi je lui ai dit, pour moi t'as un exemple, parce que quelqu'un qui est aveugle, qui a décidé de se séparer, de s'occuper de son gamin, alors qu'il avait 1 an et demi, je lui dis waouh, t'es un exemple pour moi. Et de l'autre côté il me dit, mais non, il me dit, c'est toi qui es un exemple pour moi. Il me dit, toi du jour au lendemain, tu perds tout. Tu perds pas ton autonomie, il me dit, tu perds ta vue, il me dit, tu perds le fait de faire ce que tu faisais avant, tu perds ta voiture, tu perds tout ça. Il me dit, waouh, il me dit, chapeau. Moi, je me rends pas compte. On est encore alerte qu'on peut faire des choses. Faut arrêter de se dire, on est en mode déprime avec des cachets, toute la journée à rester au lit. Ouais, je pourrais le faire. Mais c'est quoi l'intérêt? Qu'est-ce qui te donne ce tempérament d'être une fonceuse? C'est quoi, c'est ton père, c'est ta mère? C'est la génétique, ça. C'est parce que je vais te dire quelque chose, je connais des RP. C'est quoi des RP? Qui sont des RP. Rétinite pigmentaire. Pardon. J'ai pas le... T'es pas encore... Non, je suis pas dans C'est pas mal. J'ai pas le moule. T'as pas encore le... C'est la première fois que je la connaissais pas. RP. Mais t'apprends quelque chose, les RP, ouais, c'est comme ça. Les rétinous, c'est comme ça qui s'appellent. En fait, je disais donc, c'est quand même des sacrées personnes de caractère. Hein. Moi, ma mère a été atteinte du cancer à l'âge de 33 ans. Moi, j'avais 7-8 ans. Moi, je me souviens, le médecin était là, bref, il y avait plein de monde, il y avait des amis à nous. Et moi, on vient m'annoncer, voilà Sandrine, ta mère, elle va partir à l'hôpital, on ne sait pas si tu lui dis au revoir ou si tu lui dis adieu. Faut que tu t'occupes de ta sœur. Et en fait, tu vois, tout a commencé comme ça. Tout. Après, je suis passée par rapport à la maladie de ma mère, des phases très difficiles. Moi, je me souviens, je rentrais du collège. J'étais en 6e, je rentrais du collège. Elle revenait de la chimio. C'est pas les chimios de maintenant. Je prenais les bassines de vomi, et voilà. Donc, je suis passée par des phases comme ça. Après, il y a eu un mieux. On a été temporairement assagi dans la famille. Après, donc là, c'est mon père. Waouh, donc pareil, mon père dans le déni, s'enfermer dans le noir, de toute manière, maintenant il faut que je m'enferme dans le noir parce que là ce qui m'attend, ça a été des moments assez rudes. Donc en fait, tu soutiens un peu tout le monde, quoi. Après, moi je me suis mise en couple, ça s'est très mal passé. Et voilà, et je pense que tout ça, en fait, il y a mon caractère, mais il y a tout cet encheminement, en fait, dans ma vie qui a fait que, aujourd'hui, je m'effondre pas. Malgré tout,
Je me définis toujours comme un fondant au chocolat, même si je n'en mange pas. Je suis dure à l'extérieur et très tendre à l'intérieur. Je suis quelqu'un, malgré ce qu'on peut voir, je suis absolument pas sûre de moi, sur beaucoup de choses. Et je suis extrêmement timide. Là, le pourquoi du comment j'arrive à parler aujourd'hui, c'est parce que je prends mon côté commercial de mon travail, de mon pro. Mais parler de ma vie intime, c'est extrêmement compliqué. D'accord. Ton témoignage, il est très émouvant, très dynamique, et franchement, je pense que beaucoup devraient prendre exemple sur toi. Qu'est-ce que tu peux conseiller aux malvoyants, non-voyants, peut-être qui perdent la vue du jour au lendemain? Toi, bon, c'est encore à cause du Covid, à cause d'une actualité sanitaire, mais les gens qui perdent la vue du jour au lendemain, d'avoir ce panache. D'avoir la niaque, comme on dit. La niaque, ouais. Cette bravoure. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil? Déjà, arrêter d'écouter tout ce qu'on peut entendre autour. D'arrêter d'écouter tous les conseils des uns et des autres. Tu peux plus faire ci, tu peux plus faire ça, tu feras plus ci, tu feras plus ça. Stop, stop, stop. On nous en met plein la tête, n'écoutez pas ça. Surtout, tapez un coup de pied là-dedans et faites ce que vous avez envie de faire. Ce que vous pouvez faire, faites-le. Et surtout, ce qui peut aider, c'est d'intégrer les associations. Ça, c'est clair et net. Il faut les intégrer. Mais de l'autre côté, il ne faut pas non plus n'être qu'avec des personnes comme nous, mais il ne faut pas s'éloigner non plus des personnes voyantes. En fait, je pense que les deux, ça fait un beau binôme. Et grâce à ça, on arrivera à se découvrir des choses qu'on peut encore faire qu'on pensait pas, tout simplement. Et surtout, ne pas être, alors ça c'est très facile à dire, ne pas être dans le déni, mais surtout à un moment donné, dire stop, là j'ai besoin de ça. Mais c'est très difficile. Un exemple tout bête, j'ai eu la chance d'aller au restaurant une fois, et là, truc de fille, j'avais envie d'aller aux toilettes. Ouais. Il n'y avait pas de filles autour de moi. Eh on appelle le serveur ou je sais pas qui, c'est difficile, hein. Alors on le passe en plaisanterie. J'ai envie de faire pipi, tu peux m'emmener? Truc bête, hein. Mais on est obligé. On est obligé de faire des choses comme ça. Donc peut-être passer ces choses du quotidien qui sont difficiles pour nous, de dire je peux plus aller aux toilettes toute seule, on y va. Je connais des personnes qui se refusent de sortir ou qui se refusent ne serait-ce que de boire pour ne pas aller aux toilettes. Parce qu'on va déranger quelqu'un, parce qu'on ne sait pas où ça va. Moi, je m'en fiche. J'ai envie d'aller aux toilettes, tu m'emmènes. Point barre. C'est comme ça. Donc en fait, tout simplement, peut-être passer les choses du quotidien qui nous empêchent de passer en dérision, les accepter, ce qui est difficile, mais en même temps, faut parler, faut dire les choses. Et puis les gens autour de nous, souvent, ils nous aident. Ils nous aident. Et ils nous rabattent. Alors, faut aussi s'entourer des bonnes personnes et ne pas, faut pas qu'on nous prenne comme si on était un enfant de 4 ans. Parce que c'est ça le plus difficile. C'est souvent on nous met dans des cases. On nous met dans des cases. Moi, c'est ça qui m'énerve. Quand j'allais au Maxiso là pour aller chercher un truc pour mon chat, on s'adresse pas à moi, on s'adresse à la personne qui est à côté de moi. Non, c'est pas parce que je suis une canne blanche que je suis devenue une demeurée. Je sais encore parler de mon chat, je sais encore ce que je veux. Donc arrêtez de messieurs et mesdames voyants à nous mettre dans des cases. On n'est pas des débiles. J'ai pas perdu mon cerveau. Je commence juste à perdre la vue. Et surtout, ceux qui perdent la vue, mettez un coup de pied dedans et dire oh stop, j'existe. Hein. Je suis là. Waouh. Là, tu m'as mis un punch là. Mais c'est vrai, ça m'énerve. Ouais, franchement, tu m'as mis KO là. Tu m'as mis KO. Vraiment bravo pour ce jeune parcours. Et je pense que t'as un bel avenir. Franchement, t'as un bel avenir. Tu t'en rends même pas encore compte, mais, c'est d'ailleurs pour ça que tu es surprise quand Jean-Michel t'en parle, parce que quand Jean-Michel m'a parlé de toi, et il m'a dit, elle prend sportivement, c'est tranquille, elle. Je dis, tu racontes des conneries, attends, elle est sûrement en plein délire, en train de pleurer quelque part. J'y croyais pas, tu vois. Et quand j'ai commencé à parler avec toi, je dis, mais attends,
Ça fait même pas 6 mois que tu perds la vue, quoi. Et ce que tu dis aujourd'hui, c'est incroyable. Franchement, bravo, et je sais pas quoi dire. Moi qui parle souvent beaucoup, là, tu m'as tué, là. Je parlais plus que toi. Là, tu m'as tué. En tout cas, merci beaucoup pour ton témoignage. Merci de nous avoir partagé ça. J'aurais vraiment le plaisir de publier cette vidéo parce que c'est une vidéo dynamique. C'est la première interview de 2021. Hein. Ah, yes. Ah, t'es une privilégiée. Dommage qu'on n'ait pas le champagne là. Non, il y a eu le reportage de la librairie à grand caractère qu'on a sorti là cette semaine, et là c'est la première interview que je fais, et vraiment c'est une interview pour démarrer l'année, elle est dynamique. En tout cas, merci de nous avoir suivis, merci d'avoir écouté Sandrine, qui a un témoignage très fort. Franchement, je pense que l'exemple doit être pris, hein, voilà, tout est dit. Je n'ai rien à rajouter. Je n'ai rien à rajouter à ce que tu as dit, et franchement, commentez, likez, partagez. Surtout dans votre vie, n'essayez pas de vous cacher ou de vous priver les choses. C'est comme je commence à le dire, le handicap visuel est un problème, mais ne doit pas être une difficulté. Merci de nous avoir écoutés. Merci Sandrine, t'as peut-être un dernier mot? Ouais, la seule chose que je peux dire en dernier, c'est prenez le côté positif de la maladie. Malheureusement, il faut le prendre comme ça. Prenez le côté positif de la maladie. Il y a des choses que ça va vous permettre d'accéder que vous ne pouviez pas avant. Et moi, c'est ça que je me dis. J'ai la chance d'aller à la piscine. C'est peut-être bête, mais je pouvais pas y aller avant. Puis déjà, mais parce maintenant... qu'en plus, les voyants n'y vont pas. Hein. Bah voilà, donc j'ai ma ligne d'eau pour moi toute seule. Super. Non mais voilà, c'est des petites choses bêtes, mais il y a plein de choses. Et la vie ne s'arrête pas. Prenez le côté positif de la maladie. Merci Sandrine. C'est moi.